Bonsoir à tous. Merci d'être présents en nombre. L'Ordre des architectes de Basse-Normandie a le plaisir de vous accueillir ici, dans cette... de Normandie, t'as raison. Le plaisir de vous accueillir pour cette conférence sous le doux patronage de Corentin. Cette histoire commence l'année dernière quand l'Ordre des architectes national lance son AT 2025 sous le thème « Ménageons un monde vivant ». Donc l'idée, c'est que l'Ordre national des architectes décline un thème, et ce thème est décliné dans l'ensemble des régions. Et donc nous avons travaillé avec les différents conseillers pour trouver comment interpréter ce thème. Et puis dans notre brainstorming est apparu assez vite le nom et prénom de Corentin de Châtel-Perron, qui est ingénieur, chercheur, expérimentateur, touche-à-tout, bricoleur, et qui sortait à ce moment-là, était même en plein milieu d'une expérimentation d'une biosphère urbaine en milieu urbain dense. Je ne vais pas dévoiler plus loin l'objet de ce travail, mais il entrait en résonance avec le thème et ça nous a paru être une façon intéressante d'aborder le sujet, notamment une façon décalée d'aborder ce sujet. Je vais tout de suite... donc, ce qui était intéressant, c'est que ce projet, cette idée, a fait boule de neige. C'est-à-dire que très vite, on s'est rendu compte que au niveau de la ville de Caen, ce sujet a intéressé. Il y avait une prise de contact qui a été faite auprès de Corentin, qu'on a relayé. Et puis, on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui existaient. Et finalement, une agrégation d'intérêts communs s'est mise en place et qui donne lieu à ce mouvement qui traverse l'automne, qui s'appelle Low-Tech Normand, l'automne Low-Tech en Normandie, avec comme point d'orgue l'exposition qu'on a mis en place, qui est issue du travail de Corentin, que vous avez pu voir, vous verrez après dans le hall, enfin dans la zone d'exposition, le Experiment Room. Et puis cette conférence qui est un peu l'acmé de cet événement. Donc on a rassemblé autour de cet événement les différentes structures que vous voyez en bas. Donc bien évidemment l'Ordre des architectes de Normandie, le MOO qui nous accueille, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, la ville de Caen qui est un partenaire qui à travers son projet POPSU a trouvé sa force et la force de s'intégrer dans ce mouvement-là. Et puis le Dôme, qui est porteur d'un certain nombre d'expérimentations, comme chacun le sait. Et puis cette exposition, donc, qui a été financée par l'Ordre des architectes, va partir en transhumance à travers la Normandie. Elle partira à partir de fin décembre vers Cherbourg et puis ira dans d'autres villes à travers le Low-Tech, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Nicolas, je laisse le micro. Alors, il faut aller au-delà de la ligne, là. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à cette très belle soirée, en particulier l'Ordre des architectes, et puis évidemment Corentin de Châtel-Perron. Vous êtes à chaque fois nombreux quand on parle de low-tech. Derrière le mot qui peut paraître technique, je pense que le fait que vous soyez nombreux, ça a un sens, parce que finalement, vous sentez que derrière cette question de la low-tech, il y a une question de démocratie. La low-tech, c'est d'abord la simplicité, et puis c'est faire ensemble, c'est mutualiser, c'est partager. Et cette question du lien social, je pense que c'est l'axe majeur qui va le plus nous protéger par rapport aux chocs qu'on a à affronter, qui sont nombreux, environnementaux, démographiques, sociaux, parce qu'il faut apprendre à relationner, réapprendre à relationner. Et ce que j'aime beaucoup dans votre choix d'inviter Corentin de Châtel-Perron, c'est qu'il dégage aussi, derrière la lucidité dont on a besoin, une forme de récit pratique, performatif, c'est-à-dire c'est faire en pensant et penser en faisant. Et on a besoin aussi d'éveil. On a besoin d'éveil joyeux face à la transition, à travers à la fois tes voyages, à travers l'expérimentation concrète d'un logement. Et c'est ça la low-tech aussi, c'est partir du quotidien, de la vie quotidienne, des besoins très concrets. Tu amènes à faire de la transition quelque chose qui s'oublie parce qu'elle est partout là. C'est-à-dire qu'elle est parmi nous. C'est-à-dire. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir mettre ça au centre, parce que c'est de ça dont on a besoin en termes d'écologie. Et tu l'as rappelé, la ville de Caen s'associe bien volontiers à 2 titres. D'abord ce POPSU, que l'on mène sur les questions de communauté sociale autour de l'énergie, c'est-à-dire comment on construit du lien social par l'énergie, comment on détechnicise l'énergie aussi, et qu'on la sort
de la question scientifique et technique pour l'amener aussi vers la question sociale et faire du lien, notamment dans les quartiers. Et puis la feuille de route Caen quartier en transition, dans laquelle la question des communs nous intéresse beaucoup. Donc comment on construit avec une gouvernance différente, en partageant entre la ville et un certain nombre d'associations, de collectifs au cœur même des quartiers, comment on partage cette orientation de la transition, comment la transition finalement fait place à une gouvernance qui renouvelle la question de la démocratie. Donc c'est à ces deux titres que la question de la low-tech nous intéresse particulièrement. Et à la fois dans la feuille de route et dans le POPSU, on a un axe low-tech identifié. Donc on est très heureux que cette soirée puisse se tenir dans cet automne low-tech, dans lequel vous trouverez un certain nombre de rendez-vous et notamment l'exposition. Donc notre hôte de ce soir et autre de l'exposition. Merci Arnaud. Donc c'est un plaisir de vous accueillir ce soir au MOO. Nous, on est vraiment ravis d'accueillir cette conférence en présence de Corentin et aussi cette merveilleuse exposition du coup sur ce véritable appartement du futur tout en low-tech. Nous, le MOO, on a vraiment une ADN profonde liée au sujet de transition économique, sociétale, environnementale. Et on est d'autant plus heureux aussi que ce projet se soit fait en coopération multi-acteurs. Nous, le maître mot du MOO, c'est la coalition avec toutes les parties prenantes de la société, les associations, les entreprises, les collectivités, les étudiants, les chercheurs, etc. Et là, c'était un très beau projet multi-acteurs et on était ravis du coup que toute la programmation de l'automne low-tech et aussi cette exposition et cet événement avec Corentin puissent se dérouler chez nous. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. On a toute une programmation d'événements liés justement au sujet de transition. Donc si vous êtes intéressé par les low-tech, il y a beaucoup de chances que vous soyez intéressé par notre programmation. Et j'espère qu'en tout cas, vous passerez une bonne soirée ce soir en présence de Corentin. Et sur ce, moi, je vais passer le micro à Ilan du réseau Low-Tech. Merci César pour la passe. En fait, tout a déjà été pas mal dit, donc je ne vais pas aller très très loin. Juste, Arnaud a dit que tout le monde connaissait le Dôme. Je ne suis pas tout à fait certain de cette affirmation. Du coup, juste une définition très rapide. Le Dôme, nous, on est centre de culture scientifique, technique et industrielle à Caen. Et en fait, nous, notre proposition, c'est pas de faire comme la Cité des Sciences à la Villette. En fait, c'est de venir inviter les gens à venir faire de la science. Et donc, on est vraiment positionné sur ce truc des sciences participatives. En fait, il y a un projet de rendre les gens technophiles, en fait. Et en fait, on comprend que ce sujet des sciences participatives, il répond très bien à l'enjeu de la low-tech dans le sens de faire des choses qui soient accessibles, qu'on démocratise, que les gens s'approprient. Et donc, c'est une façon de recréer de la démocratie dans la technique. Et c'est pour ça que le Dôme est aussi l'animateur du réseau Low-Tech Normandie, donc, dont le logo que vous voyez juste ici, c'est le poste que j'occupe. Et juste en 2 secondes sur le réseau normand de la low-tech, en fait, nous, on est soutenu par l'ADEME et la région Normandie. Donc, on a des entrées institutionnelles qui sont très précieuses et sur lesquelles on s'appuie pas mal. Et en fait, c'est un réseau qui est assez unique dans le sens où en fait, il peut faire le grand écart entre des collectifs citoyens type Hyper Café et des industriels de l'axe Seine qui travaillent sur des solutions de mobilité innovantes avec des projets en millions d'euros, quoi. Et donc c'est très rare qu'on ait des acteurs aussi différents qui se parlent et on pense que c'est très précieux. Et donc on travaille sur tous les secteurs d'activité. En fait, on peut low-techiser à la fois le transport, l'habitat, etc. Il y a plein de choses qui se passent. J'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le site web, abonnez-vous à l'aide d'infos, ça permet de voir un peu ce qui se passe. On travaille avec les collectivités, la formation professionnelle, on touche à plein de choses. On est très content de pousser la low-tech en Normandie et de cette opération et de la coopération qu'on a mis en place avec l'automne low-tech. Voilà, je repasse à Arnaud. Avant de partir, merci. Est-ce que tu peux nous indiquer les villes par où transitera l'exposition ? Alors, si vous avez été attentif, normalement, ça défile à l'écran. Et donc, effectivement, c'est un travail de coordination qui est important quand même, de organiser l'itinérance d'une expo. Moi, je sors d'un cursus d'ingénieur low-tech, en fait, donc je découvre ce métier. Mais donc, oui, dans l'ordre, on fait l'autre lieu de Cherbourg, donc un tiers-lieu hébergé au niveau des locaux du département. Puis la médiathèque, la Source, donc en plein centre-ville de Saint-Lô. Donc, il y a les collègues qui sont ici, que vous pourrez voir sûrement. Le centre social de Vire. Donc, il y a aussi un truc de comment on déploie la low-tech dans des milieux qui peuvent être sensibles et qui peuvent aussi avoir besoin de ça, être clients. Ensuite, on part à Rouen pour 4 semaines, donc en plein dans les vacances scolaires, avec une MJC et la Maison pour tous, donc vraiment au cœur des quartiers, donc Sotteville, etc. Et on va finir avec la MJC d'Évreux, donc autour de la mi-mars. Donc voilà, tout un programme de voyage et d'animation de la low-tech sur le territoire. Merci. Corentin, on va te laisser piloter cette conférence.
On a commencé à travailler depuis ce matin. On a rencontré 130 étudiants à Builders, issus de Builders, mais aussi de l'Université de Caen. Tu as rodé un peu ton show. En tout cas, voilà, un travail, un échange de construction tout au long de la mise en place de cette AT qui a été extrêmement enrichissant et intéressant pour nous tous. Merci et puis bonne présentation. Eh ben, merci Arnaud, merci à toutes les organisations du coup, qui m'ont permis de venir et merci à vous d'être ici. Parce que c'est vrai que ce matin, j'ai parlé à des étudiants, mais les étudiants, ils étaient obligés d'être là. Alors que vous avez choisi et je trouve ça sympa. Du coup, moi, effectivement, comme le disait Arnaud, j'ai fait une école d'ingénieur, l'ICAM à Nantes. C'est une école d'ingénieur généraliste. Et assez vite, après la fin de mes études, je suis parti au Bangladesh. Et alors, je vous raconte un peu ce qui m'a amené à aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'exposition, mais vous verrez qu'il y a, par exemple, une douche avec des champignons qui poussent dedans, il y a des plantes qui poussent dans la cuisine, etc. Avant de vous expliquer pourquoi je suis arrivé à ces solutions, quelles sont ces solutions plutôt, je vais essayer de vous expliquer l'histoire qui m'a amené à ces solutions, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et je vous conseille de faire pousser des champignons dans votre douche. Bon, bref, on y reviendra à la fin. Du coup, j'ai fait une école d'ingénieur et je suis parti au Bangladesh assez vite pour bosser dans un chantier naval de construction de bateaux de pêche. Et ah oui, super. Tac. Ok. Pour bosser dans un chantier naval de construction de bateaux de pêche. Et en fait, on utilisait pour construire les bateaux de la fibre de verre et de la résine. Et du coup, j'ai commencé des recherches pour voir si on pouvait utiliser de la fibre de jute à la place de la fibre de verre. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est ce qui permettait de faire les sacs de la Poste pour les plus anciens, ou sinon les sacs de café, etc. Et ça pousse principalement dans le delta du Gange. Et comme c'était une ressource naturelle locale, je trouvais ça intéressant d'étudier ça en alternative à la fibre de verre qui pose des questions, des problèmes de recyclage en fin de vie et qui était importée et assez coûteuse. Et bref, au lieu de rester 1 an comme prévu, je suis resté 4 ans et je me suis intéressé plus généralement à l'industrie du textile parce qu'on bossait avec cette fibre et du coup ça m'amenait à visiter quelquefois des usines de textile. Et un jour, j'ai visité une usine qui m'a vachement marqué. C'était une usine qui abîmait des jeans. En fait, il y avait une mode à cette époque-là, je ne sais pas s'il y a toujours cette mode-là, mais des jeans délavés ou des jeans usés au bout des coutures et tout ça. Et en fait, je n'avais jamais pris conscience de ça, mais du coup, il y a des usines qui produisent des jeans et il y a des usines qui abîment des jeans pour pouvoir les vendre comme ça. Et donc là, c'était une usine avec un hall entier, avec des ouvriers, des ouvrières qui étaient avec des meuleuses et qui abîmaient les jeans. Il y en a d'autres, ils étaient hyper créatifs parce que pour abîmer des jeans hyper rapidement, faut quand même inventer pas mal de machines. Donc il y en a qui sablaient les jeans, il y en a qui faisaient des espèces de teintures. Ils avaient inventé des espèces de baudruches pour pouvoir gonfler les jeans et pouvoir les passer au papier de verre, etc. Et du coup, j'étais assez sidéré. Et en fait, en me renseignant sur l'industrie du textile, j'ai aussi compris tous les impacts que ça avait sur la vie des ouvriers. Quelquefois, il y a des usines qui s'effondraient. Il y avait aussi la pollution des rivières parce qu'en fonction des teintures qu'ils utilisaient, en fait, la rivière changeait de couleur et ils faisaient pousser du riz dedans, etc. Et j'ai vraiment eu l'impression que je visitais les coulisses de notre société. Et vraiment, j'ai pris conscience à ce moment-là que dans notre quotidien, c'est comme si on tirait plein de ficelles invisibles dont on n'est pas vraiment conscient. Derrière chaque achat, que ce soit d'un jean dans un magasin ou chaque chose qu'on fait dans le quotidien, ça impacte des gens quelquefois à l'autre bout de la planète, des gens ou alors des espèces vivantes, etc. Et bref, ça m'a fait prendre un peu conscience de ça. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais un diplôme d'ingénieur et du coup, mon job, c'était un petit peu de contribuer à tout ça. Et je me suis pas mal posé de questions sur quoi faire du coup de ma carrière. Et c'est à une époque où du coup, en vivant aussi au Bangladesh, je me suis rendu compte d'un truc, c'est de l'ingéniosité qui émerge sous la contrainte, parce que le Bangladesh, c'est un pays qui connaît plein de contraintes. C'est 4 fois plus petit que la France, et pourtant, il y a plus de 160 millions, 140, 160, enfin, il y a des millions d'habitants. C'est un des pays les plus densément peuplés du monde. Et en plus de ça, il y a
une bonne partie de l'eau de l'Himalaya qui coule par le delta du Gange et du Brahmapoutre. Et donc, c'est un pays où tous les ans, il y a des inondations, il y a aussi des cyclones, etc. Donc, ils vivent tellement de contraintes, et c'est un des pays les plus pauvres du monde aussi, que finalement, il y en a beaucoup qui doivent faire avec les moyens du bord. Et en fait, je voyais tous les jours des exemples d'ingéniosité, de preuves qu'on peut faire mieux avec moins dans plein de situations. Et ça, c'est une démarche que je n'avais pas tellement appris en école d'ingénieur. L'idée de faire avec les moyens du bord. Je peux vous donner un exemple alors, ouais, j'appelais pas ça forcément des low-tech à l'époque, mais c'est un nom qui existait déjà et c'est le nom que j'ai commencé à utiliser pour désigner ça. C'est tous les technologies ou tous les savoir-faire qui répondent à 3 critères. C'est utile, accessible et durable. Utile parce que c'est toujours des choses qui permettent de répondre à des besoins de base. Donc ça peut être l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, recycler les déchets, mais même la communication, la santé, l'hygiène, etc. Donc utile. Accessible, ça c'est dans le sens où ça peut être fabriqué ou au moins réparé ou appropriable localement et accessible financièrement aussi. Et durable, donc et respectueux des humains et de la planète. Et pour moi, ça, c'était un de mes premiers bons exemples de low-tech. C'est une éolienne qui est faite avec des moteurs d'imprimantes recyclés. Vous voyez les moteurs, les imprimantes, il y a toujours des petits moteurs à l'intérieur, on appelle ça des moteurs pas à pas. Ça fait avancer les feuilles ou ça fait déplacer la tête d'un scanner ou les choses comme ça. Et ben, quand la machine est morte, en général, ces petits moteurs, ils sont hyper robustes et ils marchent toujours. Et du coup, cette éolienne, derrière, il y a un petit moteur pas à pas comme ça, et il y a des pales qui sont fixées. C'est des pales qui sont juste coupées dans des tuyaux d'une certaine manière pour que ça prenne bien le vent. Et ça, quand on met ça dans le vent, ça fait tourner le moteur, ça génère de l'électricité. Et alors, c'est pas énorme, on ne peut pas faire tourner des trucs, une Tesla avec, mais par contre, ça peut permettre de recharger des téléphones ou allumer des lumières, etc. Et donc pour moi, c'était un bon exemple à l'époque. Et du coup, je me suis passionné pour un peu toute cette ingéniosité. Moi, je ne sais pas si ça vous parle MacGyver, mais j'étais fan de MacGyver quand j'étais petit. Ah oui, a priori en Normandie, c'était aussi... Et en fait, je me suis dit, avec mon esprit ingénieux et MacGyver, je vais tester, moi, de vivre version low-tech sur un bateau. Là, on avait mis avec mon équipe le second bateau qui s'appelait Gold of Bengal, 100% en composite de fibre de jute. Et je me suis dit, je vais le tester pendant 6 mois dans le golfe du Bengale. Je vais m'arrêter que sur des îles désertes. Et je vais voir si je peux vivre en autonomie grâce à des systèmes low-tech. Donc je suis parti avec l'idée que j'allais revenir avec plus de nourriture qu'au départ. Et en fait, alors bon, pour vous dire un peu les systèmes que j'avais embarqués, j'avais 2 poules à l'arrière pour pondre des œufs. J'avais une petite serre à l'avant pour faire pousser des patates. J'avais un désalinisateur manuel pour faire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Un four solaire, un réchaud à économie de bois, etc. Bref, j'avais préparé tout un plan. Et alors, ça n'a pas du tout marché comme prévu. Parce que, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a marché comme prévu même. Et je suis revenu avec beaucoup moins de nourriture qu'à la base, même plus rien du tout. Et j'ai compris un truc à ce moment-là, c'est que on avait beau être ingénieux, en fait, ça demande plein de compétences différentes. Même pour faire pousser des patates, en fait, il faut avoir les mains vertes, il faut savoir comment faire. Les poules, elles étaient stressées, elles n'ont pas pondu parce que j'avais mis le poulailler au-dessus de l'eau, donc forcément, une poule, c'est pas habitué, c'est pas marin. Et bref, je suis revenu affamé, mais je suis revenu avec une idée qui m'a porté depuis. L'idée, c'était de trouver un peu partout autour du monde toutes les innovations low-tech, tous les gens qui inventent des systèmes low-tech, qui ont ces idées ingénieuses, de les tester, de les documenter et de les faire connaître, de les partager en open source pour que d'autres puissent les répliquer. Dans le but que quand quelqu'un invente quelque chose de low-tech et d'intelligent quelque part dans le monde, ça puisse servir à tous les gens, quelquefois à l'autre bout du monde, qui connaissent les mêmes contraintes et qui pourraient avoir besoin de ce système-là. Mon rêve, c'était un peu que j'avais entendu dire que c'était l'imprimerie qui avait vraiment permis à la révolution industrielle de se faire. Je me suis dit, aujourd'hui, il y a Internet, parce que c'était en 2013, qui se déploie un peu partout dans le monde, même au Bangladesh, je le voyais.
peut-être que Internet va permettre le développement de plein d'innovations low-tech comme ça. Et donc, j'ai créé une asso qui s'appelle le Low-Tech Lab, qui avait cette mission-là, enfin qui a toujours cette mission-là, c'est de trouver des innovations low-tech et de les partager. Et donc, un des premiers, le premier projet qui a été porté par l'association, ça a été, on a acheté un catamaran, qui était un ancien voilier de plaisance, qu'on a transformé en laboratoire flottant. Et on est parti pour un voyage qui devait durer 3 ans, puis en fait ça a duré 6 ans, autour du monde, s'arrêter dans des pays pour aller rencontrer des gens qui inventaient des innovations low-tech. Et alors, vous voyez un peu en fond la carte, l'itinéraire. On s'est vite rendu compte que justement c'était dans des endroits où ils vivaient certaines contraintes, qu'ils inventaient des solutions face à ces contraintes-là. Et du coup, ça a été un voyage vraiment passionnant où on a étudié, enfin déjà on a rencontré des gens de plein de cultures différentes parce qu'on a été dans des pays riches, dans des pays pauvres, dans des villes, à la campagne, etc. Et des gens qui vivent plein de contraintes différentes. Je vais vous donner quelques exemples. Ça, c'était à Cuba, à La Havane. Ils ont développé un système d'intranet géant. Donc c'est parce que Internet coûte assez cher à Cuba en fait, et du coup il y en a plein qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du forfait. Et donc ils ont installé ces antennes-là sur des toits des immeubles. C'est des antennes qui se regardent entre elles et auxquelles les gens peuvent se connecter. Donc quand vous vous connectez au Wi-Fi, en fait vous vous connectez à 10 000 personnes qui vivent dans la région. Donc en fait ils ont pu grâce à ce système-là, créer plusieurs services. Par exemple, il y a une sorte de Le Bon Coin. Ils peuvent s'acheter et vendre des trucs. Ils ont un service de messagerie. Ils ont un truc pour jouer à des jeux. Ils ont un espèce de Netflix local. En fait, ils ont développé plein de services sans avoir besoin de l'Internet global et toutes les infrastructures de l'Internet global. Parce qu'en fait, c'est juste des petits serveurs qui sont reliés à des panneaux solaires. Donc même en cas de coupure d'électricité, c'est plus résilient parce qu'ils peuvent quand même communiquer entre eux. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que ça montre à quel point, parfois, on analyse, on met pas les solutions techniques en face des besoins qu'on a. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour l'exprimer plus concrètement, si moi j'envoie un mail à quelqu'un ici dans la salle, et ben, via mon téléphone, par exemple via la 4G, le mail, il va aller à une antenne, un relais, une antenne 4G, et puis via des câbles, ça va aller au data center de mon service de messagerie. Ensuite, via d'autres câbles, ça va aller au data center de son service de messagerie. Puis via l'antenne 4G, ça va aller à son téléphone ou à son ordinateur. Donc en fait, le message, il va faire quelquefois des milliers de kilomètres, être stocké dans différents data centers, avec des copies en plus de ces données-là, juste pour parcourir quelques mètres. Et avec un système comme ça, eh ben en fait, c'est beaucoup plus efficace au final, beaucoup plus low-tech, mais aussi beaucoup plus... le rendement est bien meilleur d'un point de vue consommation d'infrastructures, d'énergie, etc. Et en plus de ça, ça renforce vraiment le côté social, parce que du coup, c'est un réseau vraiment local. Ça, c'était pendant l'escale à Kuala Lumpur, en Malaisie. C'est un des trucs que j'ai préféré de tout le tour du monde avec le bateau. Enfin, des trucs, c'est pas un truc, puisque c'est une larve qui s'appelle la larve de mouche soldat noir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. C'est une larve qui digère hyper efficacement, hyper rapidement les déchets organiques. Vous lui donnez des déchets organiques, un peu n'importe quoi. Il donnait pas mal, par exemple, des drèches de bière parce qu'il y avait une brasserie, mais aussi des restes de restaurants, etc. Et en fait, elles passent leur temps à manger les déchets. Elles font des déjections qui sont utilisées comme fertilisants. Et ces larves-là, une fois qu'elles ont grandi, ils les donnent à manger à des poulets ou à des poissons. Et en fait, ça résout plusieurs problèmes. Parce que là-bas, les déchets organiques, avant ça, ils les enfouissaient. Donc c'était mélangé avec d'autres déchets, genre déchets plastiques, etc. Donc ça polluait les sols. Ou alors ils les incinéraient. Mais les déchets organiques, en fait, c'est principalement de l'eau à l'intérieur. Donc incinérer des déchets
Enfin, composé d'eau, c'est quand même un peu nul. En plus de ça, ça leur permet de créer un fertilisant qui est utilisé à la place de fertilisants qui seraient importés ou qui seraient quelquefois polluants. Et ça permet de nourrir, comme je vous disais, des poulets ou des poissons d'élevage. Et ça lutte aussi contre un problème, c'est la surpêche dans le golfe du Bengale qui sert à nourrir les élevages. Et c'est là que j'ai réalisé, du coup, moi qui étais ingénieur plutôt orienté technique, avec l'idée que c'était des machines qui allaient répondre à nos problèmes, j'ai réalisé que s'associer avec une autre espèce vivante, dont c'est la spécialité, et même si j'ai jamais parlé à une larve, je suis sûr qu'elles adorent manger des déchets organiques, parce que je les vois se comporter, parce que depuis, je les ai pas mal observés. Et ben en fait, j'ai trouvé ça génial de se dire, ben en fait, il y a plein de machines évitables en s'associant avec d'autres espèces vivantes. Et ça, je l'ai retrouvé dans plein d'exemples d'escales qu'on a faites autour du monde. Cette idée de s'associer aux vivants et plus généralement de jouer avec les éléments comme la pluie, le vent, le soleil. Un autre exemple un peu dans ce type-là, mais qui va peut-être même plus loin, c'était à Singapour. Donc Singapour, c'est une île avec une ville dessus. Et il y a très peu de terres agricoles en fait, pour cultiver. Et du coup, plus de 90% de leur nourriture, ils l'importent. Et parmi toute cette nourriture, du coup, il y en a beaucoup qui est perdue. À l'échelle mondiale, c'est carrément 45% des fruits et légumes qui sont gâchés, en fait. Et là, sur tout ce qui est légumes-feuilles, comme là, je sais pas, le basilic, menthe, et coriandre et tout ça, en fait, ça, non seulement il y en a beaucoup qui est gaspillé, mais en plus, d'un point de vue nutritif, ça perd beaucoup de nutriments. Pendant les, je sais pas, par exemple, une feuille d'épinard, en 3 jours, ça perd 90% de ses vitamines C. Et donc, il y a des organisations là-bas qui ont eu l'idée de faire pousser ces légumes fragiles, ces légumes feuilles, sur les toits des immeubles, via un système qui s'appelle l'aquaponie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'aquaponie. C'est une synergie entre plusieurs populations. C'est des poissons dans un aquarium. Les poissons font des déjections qui se mélangent à l'eau. L'eau passe par un biofiltre, donc c'est un lieu où il y a des bactéries qui mangent les déjections des poissons, qui les digèrent et qui en font des nutriments assimilables par les plantes. Et l'eau chargée de ces nutriments passe par les racines des plantes, là par tous ces tuyaux qu'on voit, fait pousser les plantes, et du coup les plantes, en pompant les nutriments, épurent l'eau pour les poissons, qui se retrouvent du coup avec de l'eau épurée. Ils sont contents puisqu'ils ne pourraient pas vivre dans leur déjection indéfiniment. Et donc cette notion de créer un écosystème avec pas seulement une espèce vivante comme avec les larves, mais avec plusieurs espèces vivantes, j'ai trouvé ça hyper inspirant. C'est un peu répliquer ce qui se fait dans la nature où en fait chaque déchet généré produit par une espèce sert de ressource à une autre, etc. Et ça, c'était un autre exemple qui m'a marqué. C'était au Nicaragua. C'est des gens qui bossaient dans un abattoir. Donc il y a un abattoir où ils vidaient des bovins et tout ça. Je vous raconte pas l'ambiance, c'était pas très beau à voir. En fait, ça sent hyper mauvais et tous les déchets avant le moment où on est passé, les déchets issus de l'abattoir, ils les mettaient dans un champ un peu plus loin. Et donc, il y avait des odeurs et des nuisances incroyables à cause de ça. Et en plus de ça, ils chauffaient de l'eau au charbon parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'eau chaude pour nettoyer l'abattoir régulièrement. Et alors, ils ont créé un méthaniseur, un biodigesteur, dans lequel ils ont mis ils mettent les déchets organiques. Ce méthaniseur, je ne sais pas si vous voyez comment ça marche, un méthaniseur, mais c'est des micro-organismes à l'intérieur. C'est comme le système digestif d'une vache, par exemple. C'est des micro-organismes qui vont transformer la matière organique en gaz d'un côté et d'un autre côté en fertilisant. Et donc, ça leur a permis de mettre tous ces déchets dans le biodigesteur, de produire et du gaz d'un côté pour chauffer l'eau justement et éviter d'utiliser du charbon, et d'un autre côté de produire de l'engrais qu'ils utilisaient pour faire pousser un verger. Et ça, pareil, ça m'a vachement inspiré, ce type de solution, parce que je trouve que c'est pas
dans la logique de se dire il y a un problème, on trouve une solution à ce problème-là, mais c'est une étude systémique du problème. Là, il y avait le problème de l'eau, en même temps, ils font pousser des arbres avec, il y avait le problème des déjections et des nuisances, etc. En fait, c'est le biodigesteur, il est là pour, je ne sais pas comment expliquer, mais bref, il y a cette démarche systémique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Vous me dites s'il y a des trucs pas compréhensibles. Tac. Bref, toutes ces années, on a, au fur et à mesure, comme prévu, tout testé à bord du bateau. Donc imaginez tester un biodigesteur sur un petit bateau, un élevage de mouches soldats noirs, etc. C'était quelquefois un peu marrant. Mais on a pu du coup se faire la main sur tout ce système-là, les documenter, faire des tutoriels et les diffuser. En parallèle, il y a d'autres équipes en France qui ont fait un tour de France des low-tech. Il y a différents low-tech labs qui se sont créés. Donc, il y a plein de gens qui se sont mis aussi à nourrir cette plateforme qui est comme un Wikipédia, mais spécialisé low-tech, où vous pourrez retrouver des dizaines, même des centaines de tutoriels sur tous ces systèmes-là. Et cette plateforme-là, qui s'appelle lowtechlab.org, elle est maintenant visitée par... il y a plus d'un demi-million de personnes par an qui s'y connectent pour aller voir des tutoriels, et il y en a qui les ont traduits dans des langues dont je ne connaissais même pas l'existence. Donc, signe que ça prend et que ça intéresse des gens. Et d'ailleurs, dans le réseau des Low-Tech Labs, maintenant, il y en a une quarantaine. Et je voulais vous dire merci parce que la région Normandie est hyper active dans le monde des low-tech. Et bref, pendant toutes ces années-là, avec les différents exemples que je vous ai montrés et tous les autres, ça m'a fait pas mal cogiter à un truc. Je me suis dit, mais c'est chouette d'aller voir des solutions du coup une par une, mais qu'est-ce que ça donnerait si on combinait des solutions ensemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas réinventer carrément notre manière d'habiter sur la planète et qu'on ait des modes de vie qui matchent un peu plus avec les limites planétaires, qui aillent vers des modes de vie qui soient plus sains, plus durables, plus justes, etc. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à comment combiner ces systèmes-là. Et du coup, j'ai essayé de m'inspirer d'organisations qui avaient déjà réfléchi à ça. Et c'est comme ça que je suis tombé sur des études d'agences spatiales. Alors, ça peut paraître un peu déconnecté comme ça, mais qui voulaient envoyer des humains sur d'autres planètes. Parce qu'ils ont dû réfléchir à ces trucs-là. Ils ont dû réfléchir à, OK, des humains qu'on va envoyer pendant plusieurs années dans l'espace, on ne peut pas les envoyer avec des boîtes de conserve et un gros stock de nourriture. On va être obligé de recycler leurs déchets organiques, l'urine, les excréments. On va devoir faire pousser des trucs, de la spiruline, enfin des microalgues, des plantes, etc. Donc ils ont réfléchi, ils ont fait des études. Et autant il y a des études des agences spatiales chinoises, américaines, françaises. Et j'ai trouvé réfléchi à ce principe de mettre des humains dans un écosystème qui vraiment utilise dans l'écosystème tous les règnes du vivant, les champignons, les bactéries, les plantes. Enfin, c'est vraiment recréer des écosystèmes entiers. Alors, les agences spatiales, je vous avoue que la limite, c'est qu'ils font ça de manière hyper high-tech. Quand vous voyez des photos, des trucs, c'est des installations, on a l'impression que c'est des machines. À l'intérieur des machines, il y a quand même des plantes et des trucs, mais ce n'était pas vraiment la démarche, là, pour le coup, que je voulais avoir. Je voulais faire, moi, une version beaucoup plus low-tech. Et alors, il y a une expérience qui m'avait pas mal intéressé, qui s'appelait Biosphère 2. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de cette expérience, qui a été faite par des scientifiques aux États-Unis. Ils se sont mis dans un désert, dans une espèce de bulle fermée, et ils ont créé tout un écosystème à l'intérieur pour voir s'ils arrivaient à vivre dedans, comme s'ils étaient sur une autre planète. Et ils ont appelé ça l'expérience Biosphère 2, parce que ce qu'on appelle la biosphère, c'est tous les écosystèmes terrestres. Et donc, alors ce qui est marrant, c'est que ces scientifiques, ils ont fait une première expérience et en fait, ils ont eu un problème de production d'oxygène, un truc qu'ils avaient mal anticipé. Et du coup, ils ont dû s'arrêter parce qu'ils n'avaient plus assez d'oxygène. Et la deuxième expérience qu'ils ont faite, ils se sont engueulés au bout d'un moment, l'équipe de scientifiques. J'ai trouvé ça marrant qu'ils mettent autant de moyens et qu'à la fin, ils s'engueulent et ils arrêtent l'expérience. Bref, du coup, moi, je suis parti tout seul pour mon expérience. Alors non, mais j'ai décidé, moi, de faire ma propre expérience avec une trentaine de solutions que j'avais trouvées dans les différents pays.
Donc j'ai réfléchi à un écosystème, pareil, avec des champignons, des plantes, des bactéries, un élevage d'insectes comestibles, c'était des grillons, il y avait des poules, de la spiruline. Et alors, c'était pendant l'escale en Thaïlande. Et donc j'ai trouvé, là-bas, ils utilisent un peu des plateformes flottantes pour cultiver des algues et tout ça. J'en ai loué une à un pêcheur pendant 4 mois. Et je me suis installé dessus avec mon écosystème pour le tester. Donc j'avais un petit protocole scientifique pour suivre le truc, j'ai mis mon écosystème en place. D'ailleurs, à l'époque, j'avais contacté Benoît Mauvieux là, de l'université de Caen parce qu'on a fait tout un suivi sur la santé aussi, voir si j'allais perdre mes dents au bout des 4 mois d'expérience ou pas. Et donc j'ai fait cette expérience qui était vraiment, alors qui a marché pour le coup, mais qui était, je voyais bien, améliorable sur pas mal de points. Mais surtout, j'ai réalisé un truc, en fait, en vivant, comment expliquer, connecté, enfin, disons, en comptant sur toutes les espèces vivantes que j'avais autour de moi, j'ai vécu un truc que j'avais jamais vécu avant, c'est une espèce d'empathie. En fait, je décris ça un peu comme si j'avais fait un team building interespèces. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous voyez les champignons pousser, vous comptez sur eux vraiment parce qu'ils vont vous apporter des vitamines et des nutriments. Ou la poule, tout d'un coup, vous avez un rapport différent avec elle quand elle vous apporte les œufs qui vont faire que vous allez vraiment être en bonne santé grâce à elle. En fait, il y a une espèce de pression qui est mise de la part des autres espèces vivantes. Une pression qu'on ne ressent pas dans le quotidien, alors qu'on l'a réellement, parce qu'on compte, nous, sur les bactéries, sur les champignons, sur les plantes, etc. Mais quand on vit avec, quand on se regarde les yeux dans les yeux avec une poule, eh ben, ça donne une autre relation. Et quand l'espèce a aussi besoin de vous, parce que par exemple, la spiruline, c'est l'urine qui permet de la nourrir, grâce à la photosynthèse, elle se reproduit. Enfin, elle se développe. Et ben en fait, ça veut dire que dans ces relations interespèces, moi j'apporte un truc à l'espèce vivante qui, elle, m'apporte un truc. Et ça j'avais jamais ressenti cette espèce de... C'est difficile à décrire, hein, j'espère que vous comprenez quand même. Mais c'est quelque chose qu'on avait vu chez un peu tous ceux qui nous avaient montré des solutions liées au vivant. Par exemple, la dame qui nous avait montré la culture de spiruline, elle était tombée amoureuse de sa spiruline. Il y avait vraiment une forte relation entre elle et sa spiruline. Alors que la spiruline, quand vous voyez comme ça, c'est une espèce comme un bassin d'eau croupie vert. Et en fait, la spiruline, on peut la voir qu'au microscope parce que c'est une espèce de petite spirale microscopique. Et pareil avec les gens qui travaillent avec des plantes, avec les gens qui travaillent avec les larves. Les larves, c'est quand même un truc un peu repoussant à première vue. Et ben, ils étaient amoureux de leurs larves. Et bref, tout ça pour vous dire que cette expérience, elle a marché pas mal, mais surtout, elle m'a fait comprendre que c'était un fort levier, cette empathie qui se développait avec les autres espèces vivantes quand on sentait qu'on faisait partie d'un cycle. C'est compréhensible ou pas, ce que je veux dire? Ok. Alors, pendant une escale suivante, c'était à San Francisco, j'ai rencontré Caroline Pulse, qui est elle belge et qui était spécialisée dans les mycomatériaux. Alors, les mycomatériaux, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les matériaux faits à base de champignons. Sa technique, c'était de prendre le moule d'un objet que vous voulez réaliser, vous mettez dedans de la paille ou de la sueur de bois, vous inoculez du mycélium de champignon, donc c'est la partie racinaire du champignon. Le champignon va coloniser tout le substrat, et ça, vous déshydratez le substrat, et en fait, ça fait un objet qui est, je ne sais pas comment le décrire, c'est du mycélium de champignon. C'est un objet qui peut être utilisé, donc on peut faire un peu n'importe quelle forme qui peut être moulée. Ça peut être utilisé comme isolant acoustique ou thermique, ou pour faire, elle faisait des luminaires par exemple, pour faire des lampes en champignons, etc. Et bref, elle, avec son cursus plus sa formation plus design low-tech, on a décidé ensemble de faire une nouvelle expérience biosphère, mais cette fois en plein désert. On était dans l'ouest du Mexique, en Basse-Californie.
comme ça, près de la mer de Cortés, ça s'appelle. Et on a décidé de faire cette expérience en milieu aride parce qu'on s'est dit, si on arrive à prouver que notre concept d'habitat écosystème, il peut être implanté même en plein désert, on aura prouvé qu'on peut le faire un peu n'importe où. Et alors, on a mis en place un système, un écosystème amélioré par rapport à celui que j'avais sur ma plateforme flottante, et aussi beaucoup mieux pensé. Et en fait, ça se voyait même dans l'esthétique du truc. La photo que j'ai montrée avant, c'était à l'intérieur de cette tente, la tente qu'on voit là, qui faisait 60 mètres carrés. Ça, c'était à l'intérieur. Et en fait, moi, j'avais l'impression d'être dans Dune, vous voyez le film là, mais sans les gros verres là, mais avec l'ambiance un peu futuriste. Et ça, c'est pas mal Caro qui a amené ce côté-là. En fait, on avait l'impression de vivre dans un magazine, tellement tout était beau et en fait d'avoir les plantes, que des matériaux comme ça naturels entre les tissus, etc. Ça, alors que moi, sur ma plateforme flottante, ça faisait plutôt, je sais pas, camp de réfugiés peut-être, ou je sais pas, mais ça faisait un peu boat people. Et bref, ça, elle a vraiment apporté cette dimension-là. L'expérience a fonctionné, un petit peu mieux que la première, même pas mal mieux, même si on a mis 2 mois avant de roder l'écosystème parce qu'on a eu pas mal de galères, notamment pour dessaler l'eau de mer, ce qui était vraiment un gros challenge. Mais un des trucs qu'on a retenu de cette expérience-là, qui nous a vachement marqué, c'est que en fait, on s'attendait à arriver dans le désert et qu'il y ait juste du sable, des cactus et éventuellement un crotale, un scorpion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une richesse dans la biodiversité locale gigantesque. Quand on passe comme ça une demi-journée dans le désert, on se rend compte de rien. Mais en fait, quand on y passe 4 mois, on se rend compte qu'il y a des traces de pas, que la nuit, on entend des bruits, que en fait... il y a finalement plein d'espèces d'insectes différents, il y a plein d'oiseaux différents, tout le monde a sa petite routine, des heures dans la journée où ils sortent chasser, etc. Il y a des mammifères, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des mammifères, il y a des blaireaux par exemple, qui font des trous énormes. D'ailleurs, on a appris que les blaireaux creusaient des trous tellement énormes qu'ils vivaient avec d'autres espèces en colocation. Et bref, on a appris du coup plein de trucs sur les espèces vivantes locales. Il y avait des renards, il y avait des lynx, il y avait des coyotes, il y avait des ratons laveurs. Eux, ils sortaient à 4h du mat, donc on a mis un moment avant de les surprendre, mais ils allaient se baigner à 4h du matin sur la plage. Ça nous a vachement marqué parce qu'on était hyper fiers de survivre dans le désert. Enfin, survivre, c'était mieux que de la survie, on vivait quand même bien. Dans le désert avec notre petit écosystème de quelques espèces vivantes. Et quand on s'est rendu compte à quel point la nature autour sauvage arrivait à produire autant de vie avec aussi peu de ressources, on s'est dit waouh, il y a quand même un gap énorme et il y a un potentiel aussi, ça veut dire, d'améliorer notre concept d'habitat écosystème énormément. Bref, elle nous a donné une bonne leçon. Et alors, au retour de cette expérience-là, on s'est dit, OK, on a prouvé que ça pouvait être fait en plein désert, mais par contre, aujourd'hui, il y a 1 humain sur 2 et même plus qui vit en ville, en zone urbaine dans le monde. Et c'est un chiffre qui augmente. On estime que d'ici 2050, il y a plus de entre 60 et 70% de la population qui vivra en ville. Donc, est-ce que notre concept d'habitat écosystème, il peut être aménagé, est-ce qu'il peut être implanté en pleine ville, dans un endroit où justement on fait tout pour rejeter la nature en dehors des appartements et tout ça. Dans un appartement, quand on entend parler en général de champignons, d'insectes ou de bactéries, on associe ça plutôt à de l'insalubrité. Et nous, c'est justement ce qu'on voulait apporter. Alors du coup, on a recherché une zone urbaine dense. Et on s'est assez vite rendu compte que la région parisienne, c'était une des zones les plus densément peuplées du monde, en fait. On a été voir la ville de Boulogne-Billancourt parce que ça fait plusieurs années qu'ils nous accompagnaient sur tout ce qui était recherche de low-tech, notamment avec le bateau Nomade des mers. Et on leur a demandé de nous prêter un appartement qui faisait 28 mètres carrés. Et on s'est donné les objectifs suivants. C'est de trouver un mode de vie urbain qui réponde à ces objectifs-là.
atteindre les objectifs des accords de Paris. Là, vous savez, l'histoire des 2 tonnes d'émissions carbone, équivalent carbone par personne et par an. Que ça divise par 10 la consommation d'eau. Aujourd'hui, les Français consomment en moyenne 150 litres d'eau par jour. Et donc l'idée, c'était de diviser ça par 10. Que ce soit 0 déchet, donc que ça émette des ressources et pas de déchets. Que ce soit bon pour la santé. Et donc à nouveau, avec l'Université de Caen, on a travaillé. Donc ça, autant pour la santé mentale et physique. Que ce soit accessible financièrement, que ce soit pas réservé un mode de vie réservé à certaines personnes, et que ce soit désirable. Parce que si on coche toutes les autres cases, mais que c'est vraiment un mode de vie qui donne envie à personne, ça ne règle pas le problème. Et donc, on s'est installé début 2024 dans cet appartement. Et alors, il y a eu besoin de faire tout un boulot, de voir comment adapter toutes nos solutions trouvées pendant 10 ans autour du monde à un appartement. C'est un gros challenge parce qu'un appartement en région parisienne, déjà, il fait hyper froid en hiver, il fait hyper chaud en été. On vit dans une boîte fermée, donc il y a assez peu d'accès au soleil. C'est hyper dense, du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace. Enfin, vraiment, c'est hyper contraignant. Mais du coup, c'était aussi hyper intéressant de voir comment implémenter notre concept en ville. Et donc, on s'est appuyé sur plein d'experts différents. Des experts qu'on avait rencontrés un peu thématiques sur toutes les escales des années précédentes. Des écoles d'ingénieurs parce qu'on a dû développer des nouveaux systèmes et même l'Agence spatiale française qui a contribué au projet. Donc on s'est entouré de tous ces experts et on a mis au point un protocole scientifique plus développé pour voir justement sur chacun de ces objectifs est-ce qu'on les atteignait ou pas. Donc par exemple CO2, c'est toute une analyse de l'empreinte carbone. Sur l'eau, bon ça c'était simple, on avait un compteur d'eau et puis du coup on voyait combien on avait consommé, etc., etc. Sur la santé, au final, on a fait pas mal de trucs parce qu'on a fait des tests d'effort, on a fait des analyses de sang, on se collait un truc sur le front pour surveiller le sommeil, on répondait à des questionnaires d'un psy, etc. Benoît, je ne sais pas si tu aimes bien comment je résume le protocole scientifique santé. Tu dois te dire que c'est... Ouais. Bref. Je vais vous faire un petit tour de quelques installations de l'appartement. Et d'abord, je vais boire un peu après avoir parlé du désert. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi ça commence par la douche, mais j'en reviens avec ce que je vous disais au début. Mais maintenant, vous allez mieux comprendre pourquoi on faisait pousser des champignons dans notre douche. Alors, le système, ça a été inspiré d'un système de la NASA, où ils avaient trouvé que pour les astronautes, c'était pas mal de se doucher par brumisation. Alors, c'est pas de la brume, genre un nuage, c'est plutôt un crachin breton. Moi, je sais pas si on dit un crachin normand, d'ailleurs. Moi, je suis... Ouais. Ok, je sais pas quelle taille font les gouttes par rapport au crachin breton. En tout cas, ça mouille, vous le savez. Ça mouille avec un faible débit. C'est là que c'est traître. Et donc, par contre, c'est très efficace pour une douche. Parce que du coup, on consommait entre 3 et 5 litres d'eau par douche grâce à cette technique. Donc, c'était 3 brumisateurs, 2 fixés comme ça et un mobile avec un jet un peu plus puissant. Et alors, l'eau du réseau de la ville rentrait dans un ballon d'eau chaude qui faisait que 2 litres, qui était chauffé à 75 degrés par des panneaux solaires. Et donc, au début de votre douche, l'eau est chaude puisqu'elle est brumisée à 75 degrés. Ça ne brûle pas hein, à 75 degrés quand c'est brumisé, c'est juste que c'est chaud, c'est tout. Et alors, au fur et à mesure de la douche, l'eau froide du réseau rentre dans le ballon d'eau chaude. Donc ça se tiédit, ça se refroidit très très lentement. Un peu comme le coup de la grenouille dans la casserole, là, vous voyez, mais à l'envers du coup, parce que l'eau se refroidit. Du coup, c'est pas un super exemple, mais je veux dire, vous voyez l'idée que la grenouille, elle se rend pas compte que l'eau chauffe. Là, c'est pareil, on se rend pas compte que l'eau refroidit. C'est pour ça que j'utilise ça.
Et donc l'eau se refroidit très lentement. Donc on finit par une douche froide, ce qui est très bon pour la santé et ce qui est vivifiant, mais sans avoir le coup de oh, allez, je prends une douche froide et je tourne le robinet. Et alors, en même temps, je pense que c'était la douche la plus grande de Boulogne-Billancourt. On avait l'impression d'être dans un spa, alors que l'appart faisait que 28 mètres carrés, et encore que 26 parce qu'on a isolé et du coup on a perdu 2 mètres carrés. Et on avait des champignons, donc des tours de champignons, des pleurotes qui poussaient parce qu'ils profitaient de la brumisation de l'eau en fait. Et donc c'était un environnement idéal pour ces champignons-là. On récoltait, quelquefois on a récolté plus de 1,5 kg sur une semaine. Et en fait, on en a mangé pas mal. Heureusement, on aime bien ça, on en a offert aussi au bout d'un moment, mais c'était hyper productif. Et l'eau, et on avait aussi un petit mur de mousse végétale qui, alors ça on n'a pas mesuré, voir l'efficacité du truc, mais qui était censé absorber le CO2 émis par les champignons. Donc en fait, quand vous étiez dans votre douche, c'était pas seulement pour prendre une douche, c'était vraiment une expérience de vie, un peu comme dans la forêt, où vous lavez, en même temps vous voyez les champignons qui poussent, il y a la mousse, il y a en plus l'eau qui s'écoule, qui passe par un biofiltre avec des bactéries, comme le système à Singapour là. Et en fait, ces bactéries prédigèrent les matières organiques et après ça part dans des plantes. On avait 5 mètres carrés de plantation dans la cuisine. Et alors, donc c'est comme un bassin d'eau qu'on voit pas parce que c'est sous les petites planchettes là, avec 300 litres d'eau qui circule en circuit fermé comme ça. Et alors qui nourrit, comme dans le système de Singapour, les racines des plantes qui puisent du coup les nutriments qui sont dedans. Et alors, ça c'est un concept que j'ai trouvé génial, c'est que c'est dans la cuisine, donc on mangeait sur l'espèce de petite tablette qui était derrière. Et comme ceux qui ont vu l'expo, vous pourrez le voir, on avait nos assiettes qui étaient posées directement à côté des plantes. Donc en fait, au fur et à mesure des repas, eh ben, on piochait directement dans la ciboulette, dans la coriandre, dans le basilic, dans la menthe, etc. Et ça agrémentait les repas. Et en fait, ce que je trouve super, c'est que d'un point de vue nutritif, du coup, ça garde toutes ces vitamines. Quand je vous disais tout à l'heure que les épinards, ils perdent 90% de leur vitamine C en 3 jours, et ben là, vous avez 100% des vitamines C parce qu'entre le producteur et le consommateur, c'est direct. Et donc ça, je pense aux enfants qui n'aiment pas les épinards. Je ne sais pas si tu aimes les épinards. Non, tu vois, tu pourras en manger 10 fois moins grâce à ce système pour avoir le même taux de vitamine C. C'est motivant quand même. Et en plus de ça, du coup, ça fait des légumes feuilles qui sont gratuits. Donc c'est plutôt cher au kilo les légumes feuilles. Et en plus, ça recycle l'eau. Et en plus de ça, on a bossé avec une école d'ingénieurs qui a fait toute une étude thermique de l'appartement et qui a observé que, en fait, plus on faisait circuler l'eau, plus ça rafraîchissait l'air. C'est comme un échangeur thermique en fait. Donc en cas de canicule, hop, vous faites circuler plus souvent l'eau et paf, ça rafraîchit l'air à l'intérieur de l'appartement. Et alors d'ailleurs, tout ce qui était électrique, comme la pompe qui fait circuler l'eau, ou comme en fait on a vraiment repensé un peu tout dans l'appartement. Le système de cuisson, j'en parlerai, mais le ballon d'eau chaude, vous en avez parlé. Je sais pas, la bouilloire, en fait, une bouilloire, ça consomme vachement d'énergie. On s'en rend pas compte parce que c'est toujours les mêmes tailles de boutons et les mêmes tailles de prises. Mais en fait, derrière chaque appareil, il y a de l'énergie très différente qui passe. Donc, on a vraiment tout repensé et on a tout connecté à l'espèce de tableau là qui est derrière Caroline, qu'on a appelé le cerveau. Alors, le cerveau, c'est ce système avec un microcontrôleur dedans. Donc c'est un Arduino, pour ceux qui connaissent. C'est comme un espèce d'ordinateur très simplifié. Tout était connecté à ce système-là. Et il y avait 2 boutons. On pouvait dire au cerveau quelle météo il allait faire aujourd'hui et demain. Donc entre beau, moyen ou pas beau. Je pense qu'en Normandie, 2 positions auraient suffi. Mais ah, non, je rigole. Et bref, du coup, le système, il avait en plus des capteurs humidité, température intérieure et extérieure. Et du coup, il calculait quelle énergie était disponible pour la journée. Parce que ça, c'était relié à 4 mètres carrés de panneaux solaires qui étaient sur le toit. Donc, une journée où il faisait très beau et que le lendemain aussi, la météo était bonne,
ils savaient que on était en mode ce qu'on appelait Las Vegas, c'est-à-dire plein d'énergie disponible. Donc ils pouvaient, c'est aussi souvent les jours où il faisait chaud, du coup ils pouvaient faire tourner la pompe du système de bioponie là, des plantes en permanence, ils pouvaient allumer le frigo, ils pouvaient faire chauffer le ballon d'eau chaude, etc. Alors que les jours où il faisait pas très beau et que la météo n'était pas bonne, eh ben, au contraire, il limitait vachement l'utilisation de chacun des appareils, que ce soit la ventilation, le frigo, les pompes, etc. Nous aussi, on a dû s'adapter à cette contrainte-là de vivre avec juste l'énergie solaire. En fait, par exemple, on ne faisait pas de cuisson longue, qui sont du coup plus énergivores, les jours où il ne faisait pas beau. On mangeait en fait différemment en fonction de la météo. Ah ben, c'est le schéma du cerveau. Et du coup, on a réussi à avoir, grâce à ça, alors on était déconnecté du réseau de la ville, on avait une batterie qui était vraiment petite par rapport à la consommation qu'on avait. C'est en gros 10 fois plus petit qu'une batterie d'une petite voiture électrique. Et une des stratégies, ça a été de se dire, en fait, l'énergie électrique, on n'est pas obligé de la stocker que sous forme chimique, comme ça, dans une batterie, mais on peut aussi profiter, par exemple, quand il fait beau, de stocker l'énergie sous forme de chaleur, en chauffant le ballon d'eau chaude, par exemple, ou en cuisant nos aliments plutôt dans la journée, ou sous forme de froid, en allumant le frigo, que quand la batterie est pleine et qu'il fait beau, par exemple. Donc stocker l'énergie sous différentes formes, c'était une bonne stratégie aussi pour ça. Un des systèmes qu'on a développé, on a appelé ça la cocotte du futur. On a développé ça aussi avec les étudiants de l'ICAM. En fait, le principe, c'était de voir comment manger sain et en même temps que ça consomme moins d'énergie. Et alors, le nutritionniste Anthony Berthoud, là, qui nous a accompagnés dans le projet, il nous conseillait de manger plus à l'eau et à la vapeur, parce qu'il dit que ça conserve mieux les vitamines. Et en plus de ça, il y avait un autre paramètre qu'on a étudié, c'est tout ce qui était pollution dans l'appartement. Et donc, la cuisine, peu de gens le savent, mais en fait, ça émet pas mal aussi de polluants dans l'air, des particules fines, des COV, etc. Et bref, la cuisson à l'eau et à la vapeur, du coup, ça en émet pas, ou moins en tout cas. Donc, on a designé une espèce de cocotte minute marmite norvégienne. Pour ceux qui connaissent la marmite norvégienne, c'est le principe d'isoler thermiquement hyper bien un récipient. Mais en plus, c'était chauffé avec une résistance chauffante. Et il y avait un thermostat pour que... vous voyez comment ça marche, les rice cookers, par exemple, c'est si vous mettez la bonne dose d'eau, quand il n'y a plus d'eau, qu'elle est toute évaporée, la température augmente au-dessus de 100 degrés et le thermostat coupe le courant. C'est-à-dire que vous pouvez mettre vos aliments à cuire, partir sans vous occuper d'arrêter la cuisson et ça s'arrête tout seul. Du coup, nous, notre cocotte, elle était reliée aussi au cerveau et on pouvait programmer l'heure à laquelle on voulait qu'elle démarre la cuisson, le temps de cuisson, etc. Et alors, pareil, Anthony, le nutritionniste, il nous avait conseillé de manger quand même assez différent de ce qu'on aimait manger d'habitude. Malheureusement, les nutritionnistes, c'est parfois contraignant. Et notamment, manger des trucs à la vapeur. Pour moi, les trucs à la vapeur, ça n'avait pas de goût. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais en fait, on a mis des semaines avant de trouver les bonnes recettes. Ah oui, et en plus de ça, il nous conseillait de manger les repas classiques, déjeuner ou dîner, 1/3 de légumes, 1/3 de légumineuses et 1/3 de céréales. Donc c'est très loin du plat de pâtes lardons des étudiants, par exemple. C'est vraiment un autre concept. Et donc ce qu'on faisait, c'est que le matin, et en plus de partir d'éléments bruts non transformés, et en plus de ça, sur notre régime alimentaire, on voulait manger bio, local, de saison, 0 déchet, et en même temps que ça coûte pas cher. Donc je ne vous dis pas le casse-tête que c'était de résoudre cette équation-là. Et donc, finalement, pendant des semaines, on a mangé vraiment des trucs pas très bons, mais au fur et à mesure, on a trouvé les bonnes recettes qui matchaient avec tous ces paramètres-là. Et bon, un des exemples de ce qu'on faisait régulièrement, c'est que le matin, avant de partir de l'appartement, on mettait du riz, des lentilles au fond, dans de l'eau, dans la bonne quantité d'eau pour que le thermostat il saute quand c'est fini de cuire. Et au-dessus, on mettait plusieurs couches de trucs à cuire à la vapeur.
type je sais pas, des poireaux, des courges, des haricots, n'importe quoi en fonction de la saison. Et quand on revenait le soir ou à midi, eh ben, le plat était encore chaud parce que c'est hyper bien isolé thermiquement. Et surtout, ça prenait pas beaucoup de temps parce que autant il fallait anticiper, préparer le plat du déjeuner ou du soir le matin, mais par contre, la préparation prenait très peu de temps. J'ai peut-être pas pris la recette qui vous a donné le plus envie de manger, mais rassurez-vous, il y en a qui étaient super bonnes. Et alors, dans cet appartement, on a mis au point, comme je vous disais, enfin vraiment, on a revu tout l'aménagement de l'appartement, les flux d'eau, d'énergie, la manière de cuire, etc. Mais l'objectif, c'était pas de vivre en autarcie dans un appartement. On n'imagine pas que, là, on se projetait en 2050, on n'imagine pas que dans les villes, en 2050, tout le monde vit cloisonné dans sa petite boîte. Au contraire, la force de la ville, c'est qu'on est nombreux et que du coup, on peut se répartir des tâches et mutualiser du matériel. Et donc, on avait créé tout un réseau de gens avec qui on interagissait, tout un espèce d'écosystème humain pour se répartir les tâches. Alors, si je reprends l'exemple vous savez, les larves dont je parlais de Kuala Lumpur, elles servaient dans l'appartement à digérer tous les déchets de toilette et les déchets de cuisine. Donc, il y avait des larves qui mangeaient tous les déchets en permanence. Ce qu'il y a, c'est que les larves, au bout d'un moment, elles ont envie de se transformer en mouches, puisque c'est des larves de mouches. Et du coup, on voulait forcément qu'elles ne se transforment pas en mouches dans l'appartement. Du coup, on avait, alors les larves de mouches, on donnait 90, toutes les 2 semaines ou 3 semaines, il y avait un roulement en fait. Le bac, donc elles avaient transformé tous les déchets en vraiment un compost qui ressemble à de l'humus de forêt. On a envie de mettre la main dedans tellement c'est, on dirait de la bonne terre. En fait, ça, on l'amenait à la ferme partenaire. On bossait dans une ferme une demi-journée par semaine pour avoir des fruits et légumes en échange. Et on donnait ces larves-là à manger à des poules. Et 10% de ces larves-là, on les donnait à Thomas et Solène, qui étaient 2 éleveurs volontaires. On ne les a pas forcés, mais il n'y avait pas d'éleveurs de mouches soldats noirs à Boulogne-Billancourt avant qu'on vienne et qu'on arrive à les motiver à le faire. Et on leur donnait 10% des larves et ils avaient une petite volière chez eux où ils mettaient les larves qui se transforment d'abord en pupes pendant une dizaine de jours et ensuite qui éclosent. Donc il y a les mouches qui sortent de leur espèce de cocon, qui se reproduisent, qui pondent des œufs. Ça fait des bébés larves. Donc ça se passe dans un petit incubateur. Tout ça, ça leur prenait pas beaucoup de temps. C'est quelques minutes par jour ou tous les 2 jours. Mais bref, comme ça, ils pouvaient nous fournir des bébés larves toutes les 2-3 semaines. Et en fait, ce principe-là de se répartir les tâches avec d'autres personnes du quartier ou de la ville, on l'a fait pour les champignons, pour les grillons, pour les plantes. On avait 2 personnes, Julie et Donatella, à qui on donnait les surplus de fruits et légumes qui allaient se perdre et elles faisaient plein de recettes de fermentation et de conserve. Enfin bref, on a développé comme ça des espèces de mini-filières. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant de se dire que dans la ville du futur, il pourrait y avoir ces espèces de réseaux d'entraide. Un autre exemple, c'est l'épicerie participative. Ça, c'est plus connu parce que je ne sais pas s'il y en a ici à Caen, mais c'est un principe où on bosse 2 heures par mois. Enfin, ça dépend des épiceries, mais là, dans notre cas, c'était 2 heures par mois dans l'épicerie. Et si tous les adhérents font ça, en fait, il n'y a pas besoin d'employés dans l'épicerie. Et du coup, les produits sont beaucoup moins chers. Et c'est les adhérents qui choisissent aussi l'origine des produits. Et bref, d'avoir toutes ces synergies avec d'autres personnes, ça a créé un côté hyper convivial et d'entraide hyper fort, en fait, que j'ai trouvé hyper intéressant. Parce que moi, j'ai grandi plutôt à la campagne et j'avais toujours l'idée que les villes, c'était hyper individualiste. Et là, on a réalisé qu'en fait, il y avait moyen de créer des réseaux géniaux de collaboration entre les gens qui rendraient aussi plus résilients en cas de problème et aussi plus efficaces parce qu'on mutualise, comme je disais, du matériel ou des compétences. Alors,
Bon, il y a d'autres trucs qu'on a testés dans l'expérience, il y a des trucs qui ont marché, d'autres pas marché. Mais globalement, on a réussi à atteindre plus ou moins tous les objectifs. Alors je dis plus ou moins parce qu'on a vraiment atteint facilement les objectifs, par exemple consommation d'eau, consommation d'énergie. Sur la santé, bon, tu valides, mais on est ressorti en bonne santé, Benoît. On n'a pas perdu nos dents et même on n'a pas développé de carence. Et au final, l'objectif le plus difficile à atteindre, ça a été celui de l'empreinte carbone. Et ça, je ne m'y attendais pas, ça a été un peu un coup dur, parce qu'on avait donc cet objectif, comme je disais tout à l'heure, d'atteindre les 2 tonnes par personne et par an d'équivalent carbone. Et alors, on a missionné 2 structures différentes. Il y avait Audrey, qui était une consultante indépendante, et le cabinet Carbone 4. Et ils ont étudié tout notre mode de vie. On a été jusqu'à peser les matériaux d'aménagement de l'appartement. On a tout mesuré, donc on savait combien d'heures on avait fait de train, de voiture, de vélo, de ce qu'on avait mangé, etc. Donc ils ont mis tout ça dans leur logiciel. Ils ont aussi fait des prévisions, des projections pour voir, parce que comme on se projetait en 2050, pour voir combien les services publics émettraient d'ici là, enfin émettront en 2050, et combien les entreprises émettront aussi. Et le chiffre qui ressort de leur logiciel, c'est 2,2 tonnes. Donc on n'a même pas atteint les 2 tonnes avec ça. Et j'avoue que on a quand même repensé tout le mode de vie de manière hyper systémique. On a vraiment réfléchi à tout. Et de même pas atteindre les 2 tonnes, alors que je pensais qu'on aurait vraiment de la marge, ça nous a fait un petit coup quand même en se disant « Waouh, en fait, c'est hyper ambitieux. » L'idée que le réchauffement climatique reste en dessous des 1,5 degré, ce qui était l'objectif des accords de Paris. Et ça, c'est en comptant que ces projections pour les services publics qui passent c'est la dépense publique de, je crois, 1,3 à 0,4 tonnes. Ça, c'est des projections assez optimistes en plus. Bref, je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais ça nous a vraiment fait un petit peu peur en se disant en fait, il va forcément y avoir un changement climatique, un dérèglement assez conséquent, il va falloir s'adapter. Mais surtout, il faut vraiment qu'on continue dans cette idée de repenser complètement nos modèles de société et nos modes de vie. Et ça sur vraiment tous les plans. Et en fait, en parallèle en fait, ce qui nous a donné un peu de l'espoir quand même là-dedans, parce qu'on voit que ce n'est pas du tout la tendance qui est prise actuellement, c'est qu'en parallèle de l'expérience, on a fait tout un programme de sciences participatives où on s'est dit ce serait sympa qu'il n'y ait pas que nous qui testions ces systèmes low-tech, mais qu'on propose à d'autres gens de les tester chez eux, en parallèle de nous, de l'expérience. Et donc, début 2024, on a fait un appel à candidature où on a proposé à des gens de tester comme ça, sur 8 missions low-tech, de tester des trucs chez eux et de répondre à des questionnaires. Et on a eu plus de 1500 personnes qui ont candidaté, plus de 1500 candidatures en tout cas. Et donc on en a sélectionné, il y a eu au final 800 missions qui ont été faites. Et en fait, grâce à cette expérience, alors déjà c'était sympa parce qu'on a eu plein de retours techniques. Il y en a qui ont fait pousser des champignons, d'autres des plantes, d'autres fait la douche brumisante, etc. D'autres le régime alimentaire low-tech et tout. Donc on a eu pas mal de feedback technique, mais aussi c'était encadré par 2 sociologues et un ergonome qui ont envoyé plein de questionnaires, plein de questions pour essayer de comprendre qui répondait à ces questionnaires, ce qui les intéressait et tout ça. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui étaient très motivés pour changer des choses dans leur quotidien, qui ne savaient pas forcément comment s'y prendre, mais qui avaient vraiment cette volonté de changer des choses. Et que, en fait, en donnant un cadre avec ce programme de sciences participatives, en donnant des tutoriels, c'est Emma dans l'association qui avait créé tout ça, organisé, coordonné tout ce programme-là. Donc, elle avait fait des tutoriels, donc les gens étaient assez cadrés, ils savaient qu'ils devaient commencer à telle date, finir à telle date. Et puis, elle avait créé des groupes WhatsApp, donc les gens échangeaient entre eux. Donc, il y avait aussi une émulation. Et en fait, on a compris qu'il y a plein de gens qui n'osaient pas forcément
ou qui n'avaient pas la motivation de faire des trucs seuls. Parce que quand on fait un changement seul dans son quotidien, on se sent un peu marginal. Alors que quand on sent qu'on est des centaines à le faire, eh ben, on se sent plutôt faire partie d'un mouvement plutôt pionnier. Et entre marginal et pionnier, c'est pas du tout la même sensation. Et du coup, ça nous a mis vachement en confiance en se disant, en fait, il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à changer des choses dans leur quotidien, et c'est peut-être juste ça qui manque. Pour ces milliers de personnes, c'est un peu un accompagnement et une espèce de prise de conscience qui sont pleins. Et en fédérant tous ces gens-là, on peut, je pense, changer les choses assez rapidement. Ça, c'est mon côté optimiste qui a développé cette théorie, mais j'espère que vous la rejoignez. Alors, c'est pas la vision du futur que j'ai, clairement. C'est la vision du futur que j'avais quand j'étais plus jeune, parce que je ne sais pas vous avec quelles images du futur vous avez grandi, mais pour moi c'était les voitures volantes par exemple, et je pense que c'est parmi les trucs qui m'ont motivé aussi à m'intéresser aux techniques et tout ça, c'est de me dire ça va être fou, le futur ça va être un truc de dingue. Enfin, je voyais les films à la Star Wars, le 5e élément, ça c'est le 5e élément et tout ça. Et en fait, c'est que petit à petit, et c'est pas mal pendant mes études et après mes études, que j'ai compris que ce futur-là, il avait été créé dans un contexte de croissance économique forte, avec une ignorance assez forte aussi des limites planétaires et de tout ce que ça causait, cette idée du futur aussi, sur la justice sociale, sur la santé mentale, la santé physique, etc. Et en fait, cette image du futur, j'ai compris au fur et à mesure que c'était hyper important qu'on réussisse à la changer, qu'on réussisse à réinventer une image du futur. Et que cette image-là, il fallait l'oublier, qu'elle était complètement obsolète et qu'elle nous amenait face à un mur. Enfin, droit dans le mur. On est déjà face à un mur. Et en fait, comment expliquer ? Je trouve qu'on est encore vachement porté par ces images-là, parce qu'on a les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, etc., qui continuent à véhiculer cette image-là, alors qu'on a une époque où il faut qu'on arrive à inventer une diversité de plein de scénarios du futur possible, qui matchent avec les limites planétaires, qui aussi nous font évoluer vers des modes de vie qui soient plus sains et plus durables. Et donc, il ne faut pas que je finisse sur une image comme ça, mais justement sur l'idée que aujourd'hui, on a besoin d'être créatif et de rêver un peu. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas comment il s'appelle, mais que le présent était la conséquence du futur et pas l'inverse. En fait, on a besoin aujourd'hui, avant toute chose, de s'imaginer comment pourrait être le futur et d'y aller avec entrain, et que ce soit un futur qui soit désirable en même temps d'être sain et durable. Et voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous motive à faire une grande session de brainstorming, mais en tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à piocher des idées. On a tout ce dont j'ai parlé sur l'appartement low-tech, on a mis tout sur le site biosphèreexperience.org. Et donc, il y a plein de tutoriels pour vous intéresser à tel et tel sujet. Et aussi, j'ai écrit ce bouquin-là, qui s'appelle L'appart du futur. Et il y a eu une série Arte, qui est sortie il y a un mois environ aussi, avec 8 épisodes qui racontent toute cette expérience de biosphère urbaine. Et donc, ça montre un petit peu tout le cheminement qu'on a eu pour arriver à cette vision-là du futur. Donc, le coup de faire pousser des champignons dans sa douche, etc. Et qui, j'espère, motivera d'autres personnes à développer d'autres scénarios du futur, comme je disais. Bon, j'espère que c'était assez clair, mais je vous remercie de votre attention. Oui. Vous l'aurez compris, MacGyver est un amateur. À côté de ce que Corentin a développé, qui
du bricoleur de son bateau en jute au résultat et à l'expertise scientifique qui construit ces projets d'aujourd'hui. Parce que quand tu fais ton appartement pendant 4 mois, il y a 8 mois de préparation en amont avec une batterie de scientifiques qui se rassemblent et qui réfléchissent au projet. Il y a là aussi une biosphère technique et intellectuelle qui s'organise autour, qui nourrissent le projet et qui permettent de le comprendre. Et je trouve que ça aussi, c'est assez porteur, parce que se dire qu'il y a quand même tout un réseau de réflexion aujourd'hui qui se construisent autour du sujet et qui permet de les porter. Vous avez sûrement, j'espère, quelques questions qui vont se poser. Donc on a quelques micros à disposition. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main et puis on s'approche de vous. Est-ce que tu peux répondre sur ce premier point sur le... Ouais, non, c'est vrai que tout l'échafaudage qui permet de créer une expérience comme ça, il est énorme au final, parce que on a bossé pendant... En fait, cet appartement, c'est un peu le résultat de ces 10 ans de recherche sur les low-tech. Et c'est vachement... En fait, c'est hyper compliqué de créer un truc en étudiant de manière systémique. Tu vois, si par exemple, on voulait juste améliorer la douche sur le côté... énergie ou eau, on s'y prendrait complètement différemment. Là, il faut repenser vraiment l'usage en même temps de chaque objet. Il faut repenser le mode de vie. Donc, il faut s'intéresser à plein de sujets différents, discuter avec plein d'experts différents. Et donc, le travail de conception derrière, il est vraiment énorme au final. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta remarque. Si tu devais un peu élargir ton expérimentation à 2 dans un logement de 28 mètres carrés et projeter ça sur une mise à l'échelle plus large, alors on a compris cet écosystème humain, mais comment on peut aujourd'hui essayer d'amener l'ordre de la logique constructive actuelle vers des solutions un peu plus low-tech? La question est difficile. Bah ouais, non, c'est vrai que là, on se projetait en 2050. Du coup, je veux dire, il y a plein de choses qui sont pas faisables dès aujourd'hui. Par exemple, je parlais de la douche ou de la cocotte du futur. Il n'y a pas d'entreprise qui les vendent. Donc, en fait, il faut se les fabriquer soi-même. Donc ça, c'est un frein qui est énorme pour le développement de tout ça. Il y a un autre frein aussi qui est plus gros, c'est le frein culturel. Parce que, comme je le disais au début, les gens voient pas tout ce qui est vivant. Tu vois... disons, ça les rebute un petit peu. On a mis des vidéos en ligne sur les réseaux sociaux au fur et à mesure de l'expérience, et dès qu'on parle de grillons ou de larves, les gens sont hyper rebutés. Et donc ça, c'est plutôt des changements culturels, en fait, je pense. Et je dirais qu'il faut d'abord essayer de créer des imaginaires de futurs différents, pour pouvoir influencer un petit peu ce côté culturel, de se dire ah ouais, ça peut être comme ça le futur, c'est pas forcément les voitures volantes, le métaverse, etc. Il y a ce côté culturel qui est un vrai challenge, et après il y a le côté technique de comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que des entreprises vendent ces systèmes-là, comment est-ce qu'on fait évoluer les réglementations, comment est-ce que on motive les gens à s'y mettre, etc. Mais ouais, il y a pas mal de défis. Pour qu'on prenne cet embranchement-là, c'est sûr. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions au fond. Salut Corentin, merci beaucoup pour ta présentation, c'était vraiment super. J'avais une question par rapport au futur. Est-ce que ça match avec l'envie d'avoir un enfant? Oui, dans le futur, il y aura toujours des enfants. Non, clairement, et ça c'est quelque chose qui serait intéressant d'essayer, une biosphère avec des enfants. Mais clairement, en fait, en le faisant, parce qu'on a fait quelquefois des visites et on a fait passer des enfants, on s'est dit, mais ce serait tellement génial pour l'éducation des enfants de vivre dans des endroits comme ça, parce que tu apprends comment pousser les champignons, comment pousser les plantes, tu apprends plein de trucs qui sont nécessaires, en fait, que je trouve hyper essentiels. Et les enfants sont assez naturellement attirés aussi par ça. Les enfants, j'ai voyé dans l'exposition, regarder les grillons évoluer et tout ça. En fait, il y a des enfants qui se passionnent pour plein de trucs comme ça. Et donc, ouais, pour moi, au contraire, le futur,
Enfin, il y a toute sa place pour des enfants, et je pense que des enfants s'épanouiraient vachement dans des habitats écosystèmes comme ça. D'accord, donc c'est nourrisson friendly, quoi. C'est... C'est Alors, vrai, est-ce c'est que plus là, nourrisson, ma question, en fait. ah, par rapport à ça, Ouais. si tu lâchais un bébé dans l'appartement, Bah, qui pourrait vivre comme ça, en fait, avec ses parents, c'est plus ça la question. ah ouais, ça j'en suis persuadé. Ok. Ah ouais, ouais. Il faudrait étudier après plus spécifiquement. J'ai pas d'enfant, mais par exemple, je sais que le challenge des couches de bébé, j'aimerais bien tester avec les larves de mouches. Je suis sûr qu'il y a un match entre une couche lavable et un bac rempli de larves de mouches soldats noirs. À mon avis, elle clean le truc et après, on va pas l'utiliser directement sur le bébé, mais je veux dire que ça fait 80% du boulot. Merci beaucoup. Est-ce que tu Oui, peux... j'avais une question, je suis désolée. Oui. Merci pour la présentation, c'était super, et en plus il y a beaucoup d'humour, donc c'est chouette. Est-ce que la part du futur peut être transposée avec l'entreprise du futur et quelle serait-elle? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Dans quel sens est-ce qu'on peut aménager des trucs comme on a fait avec l'appart ou cette démarche-là dans l'entreprise? Exactement. Par exemple, des bureaux d'entreprise, si on reste dans un des secteurs. Est-ce que c'est avec un collectif? Ouais, alors je pense qu'il y a pas mal de trucs transposables. Il faudrait réfléchir concrètement à quoi, mais en fait, je lisais même des études sur l'impact d'avoir des plantes et quand on travaille, apparemment, ça rend plus productif et c'est bon aussi pour la santé mentale d'avoir des plantes. Donc je pense que même dans un environnement de travail, moi, si je devais créer des bureaux, c'est clair que je mettrais au moins un espace comme ça, déjà tout géré par un cerveau, ça paraît logique, d'avoir des plantes, d'avoir des systèmes de cuisson dans la cuisine, de mutualiser des choses. En fait, d'appliquer toute cette démarche-là au milieu de l'entreprise, ça paraît carrément faisable et cohérent. Ce serait intéressant de faire une prochaine biosphère dans une entreprise avec des collègues où on se répartit les tâches, etc. Et je pense que ça apporterait aussi beaucoup d'un point de vue social dans l'entreprise. Mais ouais, idée à creuser. J'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Vous qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, enfin voilà, moi j'essaie de transposer dans un collectif parce que demain, enfin dans tout ce que vous avez présenté, on n'a pas entendu le mot travail, c'est l'activité professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir qu'au-delà de la vie familiale ou la vie au quotidien dans un espace, un habitat, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et cet extérieur, si ce sont des entreprises avec des bureaux, comment ces entreprises et ces vivants, que ce soit les humains et le reste, cohabitent, créent une biosphère en fait, du travail. C'était ça. Ah bah. Ma réflexion. Ah ben carrément, bonne réflexion et je pense que ça aurait été intéressant d'étendre ça à des milieux professionnels carrément. Tu peux peut-être revenir aussi. On a l'impression que c'était ton temps plein, mais il y a différentes phases et il y a une forme d'autonomie à laquelle tu es arrivé là-dessus. C'est vrai que j'ai pas parlé du mot travail, mais en fait on s'est vraiment projeté dans une vie citadine où on a un mode de vie où on restait pas toute la journée dans l'appartement, on partait la journée en fait. Parce qu'en fait, dans l'immeuble que nous avait prêté la mairie, il y avait 2 étages. Et à l'étage du dessous, on avait nos ateliers, les bureaux, etc. Donc c'était vraiment comme une vie de citadin où le matin, on partait et puis on revenait le soir ou quelquefois pour le déjeuner, mais on n'était pas là la journée. Et en fait, c'est marrant parce que notre temps, il se découpait entre... En fait, il y avait le travail, les loisirs, les temps personnels ou d'entretien, etc. Mais ceci dit, l'entretien, il y en a peut-être pas mal qui se disent ça devait prendre du temps de gérer tout ça, mais en fait, ça prenait que quelques minutes par jour de gérer l'écosystème. Mais il y avait aussi un 3e bloc d'activités, on appelait ça les loisirs utiles, c'est-à-dire toutes les activités qu'on faisait en lien avec les autres personnes de l'écosystème. Par exemple, aller à la ferme pour donner un coup de main et avoir des fruits et légumes,
L'activité de faire les tours de champignons, ça c'était 1 heure toutes les 2 semaines avec d'autres personnes à Boulogne avec qui on faisait un atelier du coup champignons. Et en fait, ça c'était du temps qui était ni du temps de pur loisir, parce que ça nous permettait aussi d'avoir des champignons, des légumes, etc. Mais ni de pur travail non plus, parce que c'était voilà, des activités plaisantes et hyper sociales, hyper conviviales. Et du coup, on s'est dit, dans la ville du futur, dans ce mode de vie qu'on imagine, il y a cette espèce d'activité de loisirs utiles. Je ne sais pas si c'est clair, mais qui est basée sur l'entraide et sur des personnes qui mettent leur passion au service des autres. Oui, merci Corentin de cette présentation. Merci pour Nomades des mers, la biosphère du désert et puis ce dernier projet. J'avais 2 petites questions, remarques. Tu nous as pas du tout parlé de la salle de sport, de la partie électroménager, qui mérite aussi, je pense, que tu fasses un petit focus là-dessus. Et puis la deuxième, c'était pour en revenir sur le « et après ». Est-ce que tu as été approché par des collectivités qui pensaient à des écoquartiers, des écoquartiers qui peuvent aussi fonctionner avec des financements participatifs, dans lesquels les gens peuvent aussi, du coup, avoir une activité, pas professionnelle, mais en tout cas une activité dans cette écosphère de travail, finalement, où chacun vient aussi en dehors de son habitat, de son travail, aussi participer avec ces quelques minutes par jour sur ces missions un peu annexes et ces filières un peu annexes. Voilà, c'était un petit peu les 2 volets. Merci. C'est vrai que le fitness club qu'on a créé, le Johnny Fitness Club s'appelait, c'est un bon lien avec le thème des loisirs utiles, parce qu'on s'était dit, dans l'immeuble du futur, il y a des espaces mutualisés entre les différents habitants, et donc on a imaginé qu'il y ait une pièce commune aux différents appartements avec des machines de fitness mais utiles. Donc on avait fait un rameur machine à laver par exemple. Donc quand vous ramiez, il faut imaginer un rameur d'une salle de sport classique, mais sauf qu'au bout, c'est une machine à laver le linge. Donc quand vous tirez, ça fait tourner le tambour. Et donc vous mettez votre linge dedans, vous faites un cycle de lavage, avec de l'eau. Ensuite, vous faites le cycle d'essorage, de rinçage. Bref, vous avez fait 7 km de rameur à la fin et vous avez lavé votre linge. Et on a fait une compétition avec une laverie locale et notre machine lavait mieux le linge. Il y avait moins de taches sur 2 tissus pareils. Bref, on a fait d'autres machines comme ça qui produisent de l'électricité, qui font tourner un pétrin de pâte à pain. Enfin, on a fait plein de machines comme ça. Et ça, on a trouvé que... Enfin, c'est marrant parce que c'est un concept qui a pas mal séduit les gens, et même les enfants. Les enfants étaient fans de faire de la lessive, au final. C'est quand même... bref, on s'est dit, il y a peut-être un filon, là. Et bref, ce concept de loisir utile, il est applicable, je pense, à pas mal de loisirs qui existent aujourd'hui et qui pourraient être pensés, non pas comme aujourd'hui où on pense vraiment travail et à côté loisirs complètement improductifs dans le sens où on n'attend rien de ces loisirs, mais de travail, de loisirs justement un peu passion qui soit mis à disposition, rendu utile à soi-même ou aux autres. Bref, ça c'était pour la première question. Et sur la deuxième, on n'a pas été directement approché par des écoquartiers, mais on voit que ça intéresse quand même cette démarche-là pas mal. Et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant d'essayer à plus grande échelle que juste un appartement. Parce que comme tu le disais, il y a plein de synergies à trouver avec les gens qui habitent à côté, qui travaillent à côté, etc. Et nous, notre réseau on appelait ça les maillons de l'écosystème, la quinzaine de personnes et d'organisations avec qui on collaborait, ils n'étaient pas directement voisins. Et ça a été un problème. Ils étaient dans d'autres quartiers. Et en fait, ça rend le truc moins fluide. Si c'est des voisins de palier ou si c'est des gens dans le quartier, c'est vraiment, ça aurait catalysé les échanges énormément, ça aurait soudé le réseau vachement plus. Et ça aurait été vraiment génial, je pense, de le faire à cette échelle-là. Ouais, carrément. C'est l'idée de mutualiser du matériel comme mutualiser des espaces et tout ça. Donc ça, ce serait vraiment chouette pour ceux qui
qui ont un projet d'écoquartier, c'est le moment de se lancer. Oui, bonsoir. J'ai l'impression que l'appart du futur et la biosphère du futur, ça nécessite aussi un rapport au travail du futur. Même si tu dis que ça prend juste quelques minutes que de s'occuper de l'écosystème. Toi, tu es un peu aguerri à la question, donc je pense que pour des personnes lambda, ça prend peut-être un peu plus de temps. Puis si on doit donner 2 heures à l'épicerie, 2 heures au maraîcher, 2 heures... Enfin, j'ai l'impression que ça change complètement notre rapport au travail, et c'est peut-être ça qui est souhaitable aussi. Et, enfin voilà, je pense que dans low-tech, il y a l'eau, donc on ralentit. Et donc, ça fait pas mal le lien avec ton concept de loisir utile. Enfin, je pense que c'est aussi ça l'avenir. Il y a aussi à penser de l'avenir de notre rapport à l'activité productive de travail, quoi. Notamment dans le lien et l'écosystème avec les autres, quoi. Je ne sais pas si ça a été pris aussi, enfin, s'il y a eu des réflexions par rapport à ça. Si, carrément. Ça, c'était vraiment une réflexion constamment, parce que, en fait, c'est pas... notre approche, elle n'est pas technosolutionniste en se disant on va vivre comme aujourd'hui en remplaçant des machines par d'autres machines et puis ça va régler le problème. Il y a vraiment une approche de voir comment est-ce qu'on pourrait vivre de manière différente. Et du coup, ça amène à ces réflexions-là même sur l'éducation, sur la manière de travailler, sur la manière de gérer notre temps, sur nos loisirs, etc. Et c'est des questions qui ne sont pas évidentes, qui sont en plus avec plein de paramètres hyper subjectifs et tout ça. Mais clairement, ça nous donne l'idée qu'il faut repenser tout ça. Et que derrière, c'est hyper culturel, c'est même hyper lié aux indicateurs qu'on a de réussite. C'est lié à... Parce qu'aujourd'hui, les indicateurs, ils sont encore hyper liés à... plus tu possèdes de trucs, plus tu es bien vu dans la société. Quand tu travailles beaucoup, tu es aussi bien vu. Si tu as un gros salaire, tu es aussi bien vu. En fait, ce côté bien vu, je ne sais pas comment on l'appelle, mais le statut social, la reconnaissance sociale, elle est liée à des indicateurs qui, pour moi, sont périmés. Qui sont pas périmés, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui devraient changer. Et pour préciser un point, on a l'impression que tout est simple pour toi, mais il t'a fallu à chaque fois un temps d'adaptation pour rentrer en symbiose avec ton écosystème. Oui, c'est vrai que ça, sur le temps que ça prend, si vous voulez demain avoir un appartement comme ça, ça va être une charge mentale énorme. Il faut mieux s'y mettre petit à petit, et parce que chaque apprentissage, par exemple, on n'a pas la main verte du jour au lendemain. En fait, chaque apprentissage quand même demande du temps. Même si après, une fois qu'on est rodé, ça ne demande pas beaucoup de temps, il y a quand même l'effort d'apprendre et l'effort de changer d'habitude qui est quand même assez conséquent et qui freine forcément beaucoup. Rien que je disais sur la nourriture, trouver les bonnes recettes, ça nous a pris des semaines. On va prendre une dernière question, Bonsoir, 2 dernières questions, et puis 3 dernières questions. Après, pas plus, hein, parce qu'il commence à faire soif. Bonsoir, merci pour ta présentation. Je me demandais, pour l'alimentation, comme ça a été suivi, est-ce que c'est quelque chose qui a été une constante, un équilibre qui a été trouvé en permanence, ou c'est quelque chose qui a été travaillé et avec des fluctuations conséquentes? Et une deuxième question, c'est en ayant abaissé l'empreinte carbone et toutes les diminutions et les améliorations du mode de vie vers quelque chose d'un peu plus soutenable, est-ce que ça a un impact marqué sur le budget de vie pour un foyer? Dans le sens, est-ce que baisser son empreinte carbone, est-ce que ça diminue aussi est-ce que c'est accessible financièrement, ou est-ce que... Voilà, l'un dans l'autre, entre l'adaptation du mode de vie et les conséquences que ça a sur la manière de vivre, est-ce qu'il y a une conséquence budgétaire notable dans un sens ou dans un autre? Ah oui, ok. Alors déjà sur l'alimentation, on avait un cahier des charges au début, et donc comme je disais, on a pas mal suivi les conseils du nutritionniste Anthony Berthoud, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Du bon sens dans nos assiettes. Et en fait, il a une approche intéressante parce que c'est pas juste nutrition, c'est aussi empreinte écologique de notre alimentation.
Et donc, on avait un peu un cahier des charges auquel on avait rajouté il faut qu'on puisse cuire avec des moyens low-tech, il faut que, comme je disais tout à l'heure, ce soit zéro déchet, local, de saison, accessible économiquement, etc. Donc, en fait, au début, on est parti sur des pistes. Alors, même avant l'expérience, on a regardé si on suivait juste ces conseils et qu'on répondait à notre cahier des charges, mais en achetant tout dans un magasin bio, combien ça coûtait. Et en fait, ça coûtait le double du budget qu'on s'était fixé. On s'était fixé 6,50 € par jour et par personne, ce qui correspond à l'alimentation pour des revenus modérés ou pour des étudiants. Enfin, c'était vraiment le chiffre qu'on avait sorti comme objectif pour que ce soit accessible financièrement. Et alors, du coup, on a dû vraiment faire une recherche produit par produit pour voir comment matcher avec tous les éléments du cahier des charges. Et puis, en fait, c'est lié à quelle recette faire. Et en fait, c'est hyper complexe le domaine de la nutrition parce que suivant comment tu cuis les aliments, tu vas pas avoir les mêmes vitamines, les mêmes. C'est vraiment un truc qui a été forcément très itératif. Mais heureusement, on avait commencé déjà pendant ma première expérience Biosphère, où j'avais regardé tout ce qui est, on appelle ça les ANC, les apports nutritionnels conseillés, voir de quoi un corps humain a besoin en termes de lipides, protéines, glucides, les vitamines, les minéraux, quel type de plantes, de légumineuses, de féculents répondent à ces critères-là, etc. En fait, tout ce régime alimentaire, il découle de toute cette étude qui rassemble plein de paramètres. Et bref, très concrètement, du coup, on est parti sur quelques idées de régime alimentaire, de recettes, et puis au fur et à mesure, on a dû faire évoluer parce que ou c'était pas bon, ou alors ça prenait trop de temps, ou alors, enfin bref, on a eu plein de déconvenus. On n'est pas des super bons cuisiniers, et j'ai fait plein de tests que Caroline a rejetés aussi en bloc. Et au final, on a quand même, mais il a peut-être fallu, peut-être je dirais 1 mois et demi d'essais-erreurs pendant l'expérience avant d'arriver vraiment à des recettes qui pour le coup étaient suffisamment bonnes pour que là maintenant aujourd'hui je mange quasiment pareil que ces recettes-là mises au point à cette époque-là. Donc ça c'était pour la question de l'alimentation. Ah pardon, ouais, du coup je m'emballe dans des trucs. Et l'autre, oui, en fait ça dépend des cas. Quelquefois, améliorer son empreinte écologique, ça fait en même temps des économies. Typiquement, j'en ai pas parlé, mais la technique du slow heat, c'est la technique pour se chauffer. En fait, on a déjà isolé hyper bien l'appartement. Et en plus, la technique du slow heat, c'est le principe de chauffer les corps plutôt que de l'espace entier. Donc par exemple, tu vas, plutôt que de chauffer toute ta chambre à coucher, tu vas mettre une couverture chauffante sous ta couette, entre ton matelas et ta couette. Ça prend que quelques dizaines de watts, tu la branches 20 minutes avant de te coucher, et du coup tu rentres dans ton lit chaud, tu n'as pas besoin d'avoir un radiateur qui chauffe toute ta pièce, les murs, le plafond, etc. Et ça fait des économies d'énergie assez importantes, ce principe du slow heat, et des économies d'argent, et donc ça match avec les deux. Mais il y a des cas où c'est pas le cas aussi. C'est réponse courte du coup. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, moi, ça me fait un peu penser à la BD Gaston Lagaffe, tout ça. Je sais pas si c'est un compliment. Ça. Si, c'en est un. Et ma question, c'est autour du confort. Je pense que souvent, un frein à adopter toutes ces low-tech, c'est la perte de notre petit confort quotidien. Et je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire là-dessus, parce que j'ai pas vraiment de questions précises. Ouais, en fait, moi je vis beaucoup en fait, quand tu changes d'habitude, en général, c'est souvent une perte de confort. Je sais rien, si tu fais jamais de sport et puis qu'au bout d'un moment tu te mets à courir, courir, ça va être pénible au début, et puis au bout d'un moment, tu as un truc qui fait que ton corps va l'aimer, et puis en fait, tu vas apprécier courir. Prendre des petits déjeuners salés alors que tu as toujours pris des petits déjeuners sucrés, c'est un peu pénible au début, même si le nutritionniste le conseille. Mais au bout d'un moment, tu ne sais pas pourquoi tu as passé la moitié de ta vie à manger des petits déjeuners sucrés, parce que tu trouves ça meilleur. Et en fait, je vois ça dans un peu tout. C'est un peu se faire violence quelquefois de changer d'habitude. Ça demande vraiment de la motivation, etc. Et on le ressent comme une perte de confort. Mais une fois qu'on s'est contraint au truc et qu'on a pris une nouvelle habitude, ça peut devenir vraiment un plaisir. Et ça, je pense, c'est applicable à plein de domaines. Mais ça demande de vraiment avoir cette énergie du changement, cette volonté.
Ouais. Bah en fait, c'est clair qu'il y a plein de trucs différents qu'on a testés là-dedans. Et il y a tellement de solutions différentes que, en fait, quand on me demande quelle est la solution la plus facile à mettre en place ou qu'est-ce que tu me conseilles de faire, etc., moi, ma réponse, c'est de dire fais un truc qui te plaît là-dedans et qui te passionne, une compétence que tu as envie de développer et une passion que tu aimerais bien mettre au service des autres. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est passionné de champignons, il va s'éclater à faire cette douche champignonnière. Quelqu'un qui aime bien les plantes va s'éclater à faire ça. Quelqu'un qui aime bien bricoler va peut-être adorer faire la cocotte du futur ou le système électrique, etc. Et en fait, c'est vraiment voir ces changements pas comme des contraintes, mais comme des opportunités pour apprendre des trucs, pour tester, pour découvrir, et ensuite pour mettre ça au service des autres. Parce que, par exemple, moi j'aime bien coudre, par exemple, j'aime bien, c'est moi qui couds mes vêtements et tout ça. Et ben, c'est un truc que du coup j'aime bien faire pour rendre service aux autres. Mais si dans mon réseau d'amis, etc., il y a quelqu'un d'autre qui aime bien tout ce qui est plantes et qu'il aimerait bien mettre cette passion au service des autres, et en fait, assez vite, dans des réseaux d'entraide, on peut changer beaucoup de choses dans son mode de vie. Et je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais pour moi, c'est ça le truc, c'est de faire des trucs qui vous bottent, en fait. Et si on est nombreux, et comme on est tous différents, à faire des trucs qui nous bottent, et ben, en fait, on peut changer très vite plein de choses dans nos quotidiens. Et vous avez des exemples pratiques autour de l'exposition sur les quelques stands qu'on a montés. Notamment, il y avait une douche brumisante avec un morceau de bois et quelques conduits qu'on peut trouver chez Castorama ou n'importe quelle autre marque de bricolage. Très simple à monter, il suffit de le brancher sur sa douche. Et certains, tu le disais, certains expérimentateurs ont branché deux systèmes, à la fois une douche classique et à la fois une douche brumisante, pour avoir, en fonction des envies de chacune personne existante et coexistante dans un foyer, utilise le système ou pas. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de chacun avancer à son rythme du moment qu'on avance. Denis, est-ce que tu veux bien nous rejoindre ? Denis Lamarre, président de l'Ordre des architectes de Normandie, pour faire un petit mot de clôture. Oui, vous devriez attendre que j'ai terminé. On ne sait jamais. Eh bien, vous venez d'assister en fait à la 3e session d'architecture et territoire. Voilà, je dois quand même vous dire ce que c'est. C'est une opération qui est lancée à l'initiative du Conseil national de l'Ordre et qui se veut être une mise en relation dans les territoires, c'est-à-dire d'être capable d'aborder des sujets et de faciliter l'échange entre des architectes, des collectivités, des donneurs d'ordre, des utilisateurs, et afin de faciliter des échanges et de créer des synergies dans les territoires pour mettre en application un nouveau type de relation ou un nouveau type de projet. Voilà. Et vous assistez en plus ce soir à la dernière architecture et territoire de 2025, puisque c'est la Normandie qui clôturait avant le Salon des maires, puisque c'est le calendrier qui est fixé chaque année, que ce type de rencontre soit terminé avant le Salon des maires, où il y aura une restitution de plusieurs opérations sur le stand du Conseil national de l'Ordre des architectes. Moi, je pense que ce qu'on a découvert ce soir, moi j'ai découvert en fait aujourd'hui, mais ce qu'on a découvert à travers l'exposition, à travers les travaux qui ont été menés et à travers cette conférence, ça doit au moins nous amener à une réflexion sur notre quotidien, que ce soit d'ailleurs dans le milieu familial, dans le milieu professionnel ou même à travers nos divers engagements. Ça se présente en fait comme une véritable source d'inspiration. Et ça nous ramène à la nécessité de repenser nos rapports à la consommation, nos rapports à la production architecturale, parce que quand même, ce sont les architectes qui sont à l'initiative ce soir, mais aussi tous nos partenaires et nos maîtres d'ouvrage. Ça amène quand même à une réflexion qui doit être menée. Et puis à la préservation de notre environnement.
parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même un sujet qu'on ne peut pas oublier. Il y a quelques années, un architecte qui est mondialement connu, qui s'appelle Ludwig Mies van der Rohe, à qui on attribue une expression qui est « less is more ». Et en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas ces notions environnementaux qui s'affichaient. Mais en fait, aujourd'hui, cette maxime ne se contente plus d'être une relation à la clarté ou à la simplicité, mais elle s'applique maintenant à la sobriété, en fait. Et c'est ça l'avancée que l'on pourrait noter entre un discours qui date peut-être, en fait, je crois quand même des années 50-60, puisqu'il a dû disparaître dans les années 70, et le monde d'aujourd'hui, quoi. La question vraiment que nous devons nous poser, c'est comment pouvons-nous faire plus et mieux avec moins ? C'est un fameux problème à régler, parce que j'ai vu que ce n'était pas si simple, en fait. Et en fait, comment ménager le vivant, ce qui nous ramène au thème qui avait été fixé cette année pour l'ensemble des régions et qui devait être traité comme tel. Je pense qu'en fait, après tout ce que vous avez découvert, après les échanges que nous avons eus, si chacun d'entre nous repart chez soi avec cette réflexion ancrée, comment faire plus et mieux avec moins, alors je peux vous dire qu'on aura réussi notre journée, quoi. Moi, j'en suis intimement persuadé. Je vais clore mon propos parce qu'en fait, tout le monde a un peu soif, un peu faim peut-être, et puis envie de prolonger cette soirée autour d'échanges. Et je voudrais d'abord remercier donc, mes collègues du Conseil régional de l'Ordre des architectes qui se sont investis sans compter, comme ils savent le faire toujours. Je voudrais remercier particulièrement Olivier Guérin. Alors, je ne sais pas où il est. Olivier Guérin qui a eu l'idée lumineuse de nous embarquer vers Corentin-Châtel-Perron et la suite que ça a donné. Arnaud Lorjou, qui est le maître d'œuvre des Architecture et Territoires 2025. Muriel Loriot-Pontieux aussi, qui a participé à de nombreux échanges avec les partenaires. Et puis, je n'oublie pas Maxence, je ne sais pas où il est, voilà, qui, comme d'habitude, est là et le remercier pour son engagement. Je remercie bien sûr Corentin Châtel-Perron, quand même, qui a bien voulu nous suivre dans cette affaire, parce que, en fait, au départ, c'était peut-être pas gagné, quoi, parce que on t'a peut-être un peu bousculé dans... Non, moi j'étais hyper content que c'est l'ordre des architectes, du coup ça fait vachement... et conseil, c'est-à-dire qu'il vous conseiller des gens en plus, donc je me suis dit waouh, ça va... c'est chouette. Donc merci. Non, j'étais très content. Ouais. Et puis en fait, il faut remercier aussi. Alors donc je vérifie quand même. J'essaie de pas le réseau Lotec Normandie, la ville de Caen, le Dôme, le CEREV, voilà, et sans oublier le MO quand même qui nous accueille chaleureusement. Alors, je pense que c'était indispensable. Et je profite également pour remercier donc Thomas Bonenfant, qui est le vice-président du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, qui est quelque part là dans la salle, et puis Mathieu de Bléguer, qui est au service institutionnel et affaires publiques du Conseil national. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre participation active. Et je vous invite maintenant donc, à profiter du cocktail Lotec. Donc, Arnaud a la responsabilité d'avoir choisi et goûté déjà. Donc rassurez-vous, tout va bien. Il a goûté vers 18h. On lui a amené une petite assiette. Il a pu déguster. Il n'a pas changé de couleur et tout. Donc c'est en toute confiance que je vous invite à participer et à profiter de ce cocktail pour un moment convivial et pour des échanges, je l'espère, des échanges riches. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.